voilà les statistiques que nous avons obtenues. Vous avez ici, pour les deux distributions, le minimum, la moyenne, le premier quartile, la médiane, qui est aussi le deuxième quartile, le troisième quartile et le maximum. Ce sont là des paramètres qui nous permettent de résumer la distribution d'une variable quantitative continue. Ces paramètres sont visualisables dans un graphe que l'on appelle boîte à moustaches, boîte de distribution ou encore boîte de Tukey et que nous devons au célèbre statisticien Tukey. La boîte à moustaches, appelée boxplot en anglais, constitue un graphe synthétique très pratique à utiliser. On l'obtient avec l'instruction boxplot suivie du nom de la variable sur laquelle elle doit s'appliquer. Bien, encore une chose à savoir. Par défaut, chaque dessin occupe la totalité de la fenêtre graphique. Ainsi, pour afficher deux graphes, il nous faudra diviser la fenêtre graphique en deux parties. Si l'on imagine la fenêtre graphique divisée en lignes et en colonnes, cela conduit à deux graphes sur une même ligne ou bien deux graphes sur une même colonne. À cette fin, nous allons utiliser la commande parameter mfrow égale c de 1,2. Nous n'allons pas entrer dans les détails, notez simplement que 1,2 signifie qu'on est sur une ligne, 1, et deux colonnes, d'où le 2 indiqué dans la commande. Nous pouvons ainsi diviser la fenêtre graphique en autant de parties que nous le souhaitons pour afficher autant de graphes que nous le souhaitons sur une même fenêtre. Il faudra simplement faire attention car à un certain moment, les dessins seront peut-être un peu trop petits pour être analysables si on essaye de les grouper sur une seule fenêtre. Vous pourrez obtenir plus d'informations en consultant l'aide sur cette option. On peut remarquer que MF se rapporte à main frame et row signifie rangée. Ainsi, row égale C de n,p signifie que vous divisez la fenêtre sur n lignes et p colonnes. Nous n'allons pas plus épiloguer sur la division des fenêtres graphiques. Vous aurez l'occasion d'utiliser cette option à chaque fois que vous aurez un dessin composé de plusieurs graphes à réaliser. Nous voyons là le résultat de l'application de la commande sur les deux distributions. L'avantage de la boîte à moustaches est qu'elle permet des comparaisons aisées, quelle que soit la forme de la distribution. Ce graphique s'attache en effet à décrire les données en seulement 4 parties d'égale fréquence. Pour ceux qui l'auraient oublié, rappelons que 25% des données sont comprises entre le minimum et le premier quartile, 25% des données entre le premier quartile et la médiane, 25% des données entre la médiane et le troisième quartile, et enfin 25% des données entre le troisième quartile et le maximum. Nous voyons ainsi sans difficulté que la distribution des valeurs n'est pas la même pour les deux séries. Ainsi, les mesures ou les observations obtenues dans les conditions où le facteur f est appliqué sont de plus haute médiane que les mesures ou les observations acquises dans les conditions où le facteur f n'est pas appliqué. Lorsque nous souhaitons obtenir des précisions sur une instruction que nous connaissons mal ou que nous employons pour la première fois, nous pouvons solliciter de l'aide sur cette instruction en employant le mot réservé help suivi du nom de l'instruction mis entre parenthèses. Par exemple, si nous souhaitons avoir des détails sur le mode d'emploi de la fonction boxplot, nous saisirons help boxplot dans la fenêtre de commande et nous verrons alors s'afficher les détails de l'utilisation de cette fonction dans R. Alors si nous faisons le bilan de cette première étape du traitement des données, nous avons lancé 9 instructions. Elles nous ont permis de récupérer les données de notre fichier, d'en faire une sommaire analyse descriptive et de réaliser un premier graphe facilitant les comparaisons, à savoir la boîte de Tukey. Nous allons maintenant focaliser notre attention sur la suite du traitement, c'est-à-dire pousser plus à fond la partie statistique descriptive afin de pouvoir utiliser le test de comparaison des deux distributions le plus adapté. Bien, désormais nous ne pouvons plus nous permettre d'exécuter les commandes écrites à la main les unes après les autres. Nous allons utiliser un fichier appelé script de commande qui va nous servir à décrire le scénario de l'ensemble du traitement que nous allons réaliser et qui va être le résultat de la succession des différentes commandes que nous allons soumettre. Alors en pratique c'est assez simple, il suffit d'aller dans le menu Fichier, puis vous choisissez ensuite Nouveau script. L'éditeur de script va alors ouvrir un fichier texte vierge et c'est dans ce fichier que vous allez désormais écrire les commandes qui constitueront le scénario de votre traitement, étape par étape. Vous allez tout d'abord recopier depuis votre fenêtre de commande les instructions que vous avez déjà lancées.
À cette fin, n'oubliez pas de solliciter sur votre clavier la flèche du haut ou la flèche du bas pour faire réapparaître les instructions que vous avez déjà lancées dans la fenêtre de commande. Il ne vous restera plus qu'à les coller dans votre fichier script. Le fichier que vous allez constituer va finalement ressembler à celui qui est affiché à l'écran. Vous pouvez constater que des caractères dièses ont été placés à différents endroits dans ce script. Les lignes débutant par le caractère dièse ne sont pas prises en considération dans le traitement. Elles constituent ce que l'on appelle des commentaires. Ceci permet d'insérer des cartouches, des titres ou explications à notre scénario pour mieux s'y retrouver, renseigner ce que l'on y fait et tenter d'expliquer chaque groupe de commandes dédié à une partie précise du traitement. Vous voyez ainsi que j'ai mis en titre « Analyse des données, TP licence master ». J'ai également indiqué le lieu et la date pour respecter ce que l'on appelle les règles de documentation, un peu comme ce que l'on fait dans un cahier de manip. Puis, j'ai introduit chaque groupe de commandes par une petite ligne de commentaire ou un sous-titre comme par exemple la commande que nous n'avions pas encore vue qui est rm list égale ls all égale true et qui permet d'effacer le contenu des variables utilisées lors d'une exécution précédente du script pour repartir d'un état initial remis à zéro. Viennent ensuite les 3 commandes que vous reconnaissez qui nous permettent de récupérer les données du fichier. Alors, si nous poursuivons notre traitement, nous allons écrire une deuxième partie destinée aux statistiques descriptives. Dans cette deuxième partie, nous allons notamment demander l'affichage des boîtes à moustaches que j'ai présentées dans la vidéo précédente. Vous remarquerez que le paramètre ylim est égal à c de 0,5,3 est utilisé dans les deux graphes, tout simplement pour les mettre à la même échelle d'un minimum à 0,5 et d'un maximum à 3, ce qui permet de les comparer en utilisant la même échelle. Par ailleurs, main égale suivi d'une chaîne de caractères permet d'ajouter un titre au graphique. Bien entendu, il vous faudra sauvegarder ce fichier. Vous le ferez à l'aide du menu Fichier, Enregistrer les modifications ou Enregistrer sous, et vous donnerez un nom explicite à votre fichier que vous sauvegarderez dans le répertoire que vous avez préparé à cet effet, que l'on a appelé script. Vous comprenez maintenant pourquoi nous avons préparé un répertoire nommé script. Je vous conseille d'appeler votre fichier script analyse.txt. La terminaison txt va nous permettre de le consulter en dehors de R. Il existe 2 façons d'exécuter les instructions contenues dans un script. Vous pouvez lancer l'exécution commande par commande en cliquant sur la ligne de la commande, puis en sollicitant à l'aide du bouton de souris de droite le choix « Exécuter la ligne » ou la sélection. Ceci peut être pratique quand on cherche à rajouter une commande et à mettre au point le scénario. La deuxième façon de lancer l'exécution du script est d'aller dans le menu Édition et d'y sélectionner l'option « Exécuter tout ». Dans ce dernier cas, c'est l'ensemble des instructions contenues dans le script qui s'exécutent de façon séquentielle. Je vous laisse découvrir ce que donne ce script une fois que vous l'avez écrit en entier et que vous l'avez lancé. Je pense que certains d'entre vous avaient déjà l'habitude d'utiliser des scripts dans R. Ce n'est cependant pas là le plus important dans la démarche engagée pour analyser vos données. Cela la facilite, limite les erreurs et autorise des traitements impliquant plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'instructions, ce qui n'est déjà pas si mal. Nous allons maintenant nous intéresser à la 4e partie du traitement qui cherche à évaluer si nos données sont distribuées normalement grâce au test de Shapiro-Wilk. Le test de Shapiro-Wilk est lancé grâce à la commande shapiro.test avec, entre parenthèses, la variable représentant la distribution sur laquelle portera ce test. Ce test est un peu particulier dans le sens où il ne s'agit pas d'un cas où nous cherchons à rejeter l'hypothèse nulle, mais au contraire à obtenir l'assurance que nous sommes dans une situation pour laquelle elle ne pourrait vraiment pas être rejetée. Dans ce cas, l'hypothèse nulle posée est la distribution d'échantillons est issue d'une variable qui suit une loi normale dans la population d'origine. Le but de ce test, je le répète, est de ne pas rejeter H0. Il existe d'autres tests qui permettent de vérifier que la distribution des données est normale. On peut citer le test de Kolmogorov-Smirnov, celui de Lilliefors ou bien encore le test d'ajustement du Qui2. Le test de Shapiro-Wilk est reconnu pour être très performant, c'est pourquoi je l'ai choisi. Il faut savoir qu'en pratique, on cherche à limiter le risque de se tromper en attendant une p-value supérieure à 0,2.
donc bien supérieur à 5%. Il s'agit là d'une règle empirique. Comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit d'un test un peu particulier. Que voyons-nous lorsque nous faisons le test sur les données obtenues dans les conditions où le facteur f est appliqué? Eh bien que la p-value obtenue est voisine de 1%, c'est-à-dire qu'elle est bien plus petite que les 20% exigés pour ne pas rejeter l'hypothèse nulle. En conséquence, nous ne pouvons pas raisonnablement retenir l'hypothèse que la distribution des valeurs obtenues dans les conditions où le facteur f est appliqué est normale dans la population dont elles sont issues. Dès lors, nous ne pourrons pas effectuer de tests paramétriques tel le test de Student pour comparer les deux distributions. Qu'à cela ne tienne, nous allons donc regarder à l'aide d'un test non paramétrique de Mann-Whitney ou de Wilcoxon si nos deux distributions sont homogènes ou non. Alors notons bien l'hypothèse nulle que l'on pose dans ce cas. Vous le voyez, on ne pose pas d'hypothèse sur les moyennes, car il s'agit d'un test non paramétrique, c'est-à-dire n'utilisant aucun paramètre statistique, que ce soit des moyennes, des variances ou autres proportions. Le test de Mann-Whitney, tout comme le test de Wilcoxon dont il dérive, va permettre d'évaluer si les rangs des valeurs des mesures sont répartis de façon homogène dans les deux distributions, ce qui revient à évaluer si les valeurs des mesures se distribuent de façon homogène dans les deux distributions. Sans trop entrer dans les détails, voici le résultat de l'application de ce test pour la comparaison des deux distributions d'échantillons mesure avec f et mesure sans f grâce à la fonction Wilcox.test. Nous voyons que la p-value obtenue est de 1,4 pour 1000. Nous sommes dans un cas où la p-value est très inférieure à 5%. Les deux distributions diffèrent donc de façon hautement significative. En conséquence, nous ne pouvons pas raisonnablement retenir l'hypothèse nulle H0 et l'hypothèse alternative H1 de non-homogénéité des deux distributions est donc dès lors acceptée. En conclusion, on peut énoncer que les mesures effectuées en présence du facteur f sont significativement supérieures à celles effectuées en absence du facteur f, et qu'il y a ainsi un bon argument pour dire que le facteur f a une influence sur la grandeur étudiée. Bien, ceci clôt l'analyse de nos données. J'ai laissé dans la description de la vidéo les valeurs du jeu de données qui a été utilisé dans cette vidéo. Il vous sera ainsi possible de les recopier dans un fichier texte que vous sauvegarderez en fichier de terminaison CSV. Il vous est par ailleurs loisible de regarder les autres vidéos mises à votre disposition sur ma chaîne Biostatistique. J'espère que cet atelier de traitement et d'analyse des données vous a été utile pour procéder à l'analyse de vos propres données. Si vous devez rendre un compte-rendu ou un mémoire pour l'analyse de vos données, n'oubliez pas d'expliquer pourquoi vous utilisez les tests que vous sollicitez et quelle est la nature et l'utilité des courbes que vous joindrez à toute fin utile pour illustrer votre analyse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour votre traitement de données et je vous dis à bientôt pour de nouveaux ateliers de data science.